Chers amis du Cercle Aristote qui suivaient les entretiens de la quarantaine, bonjour. Pour nous remettre du spectacle de voir Édouard Philippe tous les jours à la télévision, peut-être faudrait-il nous tourner vers les pays étrangers. Nous étions au Venezuela dans un de nos derniers entretiens, et là nous allons un tout petit peu plus près dans un pays qui connaît bien la France et où la France est considérée, qui sont certains de nos vieux amis. Nous allons au Liban, car l'actualité libanaise est très fournie, même si la crise sanitaire a un peu, disons, éloigné cette crise de nous. Et pour cela, nous avons la chance de recevoir François Costantini. François, bonjour. Bonjour, Pierre. Donc, vous êtes professeur de géopolitique, spécialiste des questions internationales. Vous avez enseigné au Liban. Vous nous avez fait l'honneur de publier chez nous un ouvrage sur le Liban. Donc, la description sera dans la description de cette vidéo. Et vous venez de sortir chez nos collègues éditeurs chez Ellipse un ouvrage sur les relations internationales en fiche, qui est la deuxième édition de votre manuel pour la préparation particulièrement des examens et des concours. Un ouvrage qui a été largement augmenté et qui, disons, se termine par une vision géopolitique sur les grands États et sur les mastodontes de la vie internationale. Vous avez fait l'ouvrage que vous aviez publié chez nous sur le Liban, le destin d'une exception. C'était issu de votre thèse de doctorat, donc c'est un pays que vous connaissez très bien. Revenons sur des points de fait. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement au Liban, avant d'en donner votre interprétation, pour que les gens qui débarquent ne soient pas noyés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis le mois d'octobre dernier, en effet, il y a eu des manifestations gigantesques au Liban, dans tout le pays, qui ont traversé l'ensemble des communautés, des confessions, un mouvement véritablement populaire, qui a également concerné l'ensemble des classes et des catégories sociales, qui s'est rebellé contre le pouvoir politique libanais. Et on a surtout reproché au pouvoir politique libanais sa gestion, son impéritie dans la gestion économique du pays, la gabegie, la corruption généralisée, bref, un ras-le-bol en quelque sorte s'est élevé de la part du peuple libanais. Il y a une véritable, c'est peut-être la première fois dans l'histoire du Liban qu'on voit une véritable prise de conscience transcommunautaire, nationale, contre l'ensemble de la classe politique libanaise, contre le pouvoir en place, ceux qui sont passés au pouvoir, y compris contre le Hezbollah, puisqu'il y avait le slogan qui avait lieu disait « tous veut dire tous », c'est-à-dire que ça concernait également le Hezbollah et l'ensemble des partis politiques auxquels s'est adressé ce mouvement défiant. Alors, il avait quelques racines. Il y a 2-3 ans déjà, à la suite de l'amoncellement des ordures ménagères à Beyrouth, puisqu'en effet le marché de ramassage des ordures ménagères à Beyrouth n'avait pas été reconduit parce que les pôles du pouvoir ne s'entendaient pas, bien sûr, sur l'attribution du marché et vraisemblablement sur les commissions et les rétro-commissions afférentes. S'était érigé un vaste mouvement à Beyrouth, tant dans les quartiers musulmans que chrétiens, qui avait pour slogan cette phrase simple « vous puez », voilà, qui était adressée à la classe politique libanaise. Et en effet, sur le plan factuel, le Liban n'en peut plus, est au bord du gouffre. Tous les indicateurs économiques, sociaux sont au rouge. De surcroît, on sait que le Liban doit accueillir, ramener à sa population la plus grande proportion de réfugiés syriens, mais nous y viendrons, je pense, par la suite. Alors, on va prendre facteur de déstabilisation par facteur. Si vous voulez, le Liban, qui est déjà un pays meurtri par la guerre, meurtri par une guerre civile longue qui a encore des séquelles énormes, ne serait-ce qu'institutionnelles, hein, vu que les institutions libanaises sont encore tributaires des accords d'après-guerre. Revenons commençons par un point régional. Qu'est-ce qui, dans la situation du Liban actuel,
vu que la vie politique interne au Liban est quand même très compliquée, donc on va y passer un bon moment. Donc, voyons d'abord l'aspect extérieur. Quels sont les éléments extérieurs de déstabilisation dans la situation libanaise actuelle? Je pense que la Syrie a joué un rôle de déstabilisation pendant le conflit, et également, si on peut dire, après le conflit, parce que lorsqu'elle exerçait sa tutelle sur le Liban, elle jouait en quelque sorte les partis libanais les uns contre les autres et arrivait au final comme arbitre. Elle était pompier pyromane pendant la guerre. Elle était en quelque sorte semeur de zizanie et arbitre pendant l'occupation. Mais là, à son corps d'infendant, la Syrie, contre sa volonté, joue un rôle de stabilisateur. En effet, le conflit syrien a aujourd'hui des débordements manifestes au Liban, puisque il y a d'un côté au Liban les partis pro-syriens qui soutiennent la Syrie. En premier lieu, le Hezbollah, puisque le Hezbollah a envoyé des unités combattantes en nombre assez conséquent, plusieurs milliers de combattants qui combattent auprès du régime syrien, qui remplace même aujourd'hui le rôle des troupes spéciales, puisqu'on sait que dès les premiers mois du conflit en Syrie, l'ensemble des troupes spéciales syriennes ont été décimées. Elles étaient formées pour l'essentiel d'Alaouites, faut-il le savoir. Elles ont été remplacées par le Hezbollah, par des combattants, par des passes d'armes iraniens et par des combattants issus des milices chiites irakiennes. Il y a se joint également le courant du général Aoun, le courant patriotique libre, depuis une quinzaine d'années a opéré un ralliement en faveur de la Syrie, les partis pro-syriens, et de l'autre côté, les partis actuellement d'opposition, puisque c'est formé un gouvernement plutôt pro-syrien, pro-Hezbollah au Liban dernièrement. Donc le courant de Saad Hariri, le courant du futur et une bonne partie des partis chrétiens, les Kataïbes notamment, et surtout les forces libanaises, qui eux se positionnent contre le régime syrien. Donc en effet, la Syrie n'en finit pas volontairement, de façon active comme passive, à avoir un écho sur le Liban. Et puis, ajoute donc le conflit en Syrie n'étant lui-même que la résultante aujourd'hui la plus marquée de cet affrontement stratégique au Proche-Orient, cet axe avec d'un côté l'Arabie Saoudite, de l'autre côté l'Iran, on ne pourrait pas qualifier d'affrontement sunnito-chiite, parce qu'il y a également des fissures très importantes au sein du bloc sunnite, qui fait qu'aujourd'hui le bloc sunnite lui-même est extrêmement fracturé. Et puis se pose en fait la troisième question, c'est la situation même d'Israël. Israël, vous savez, qui n'arrive pas à former de gouvernement, on irait plus ou moins vers des formules nationales, et il est à craindre justement que peut-être sur le dos du Liban, une fois de plus, se fasse une unité nationaliste libanaise, c'est-à-dire qu'on répondrait peut-être de façon manifeste aux provocations et aux velléités du Hezbollah. On ne va pas se mentir, cher François, il y a une réputation, alors certainement usurpée en partie, ou du moins exagérée pour le spécialiste que vous êtes. Il y a une réputation du Liban à être un pays qui a toléré la corruption, puisque c'est un pays oriental, donc un pays qui est fondé sur des clientèles. Donc avoir une relative tolérance par rapport par exemple par rapport à des pays très administratifs comme la France, etc. Qu'est-ce qui a changé au Liban pour que la corruption, pardonnez-moi, ne soit plus disons acceptée, ou du moins tolérée socialement? La faim, FAIM, et la situation sociale, c'est tout. Quand la corruption, vous savez, assure un certain nombre de rouages et fait marcher une économie florissante, et que la majorité de la population s'y retrouve, il y a un certain degré de tolérance quant à la corruption. Néanmoins, au Liban, c'est plus le cas, c'est plus le cas depuis longtemps. Depuis la fin de la guerre, la reconstruction du Liban a eu pour conséquence l'explosion véritable de la corruption, sur laquelle le gouvernement syrien a fermé les yeux, ou en profitait d'ailleurs, en bonne partie, mais pas que lui, bien sûr. La corruption, il y a une logique. Vous savez qu'en France, on supportait la corruption de Talleyrand à partir du moment où il tenait bien les cartes de la France. Et au Liban, c'est un peu pareil. On supportait la corruption lorsque le Liban était un oasis
de liberté, de démocratie, d'économie libérale, ouverte et prospère. À partir du moment où la corruption ne peut en plus qu'enfermer le Liban dans un état de délabrement économique et social, elle est d'autant plus ressentie qu'elle est en plus injuste et qu'en plus, à juste titre, elle est perçue comme en quelque sorte un facteur aggravant de la situation sociale des Libanais. Quand on parle justement de cette grogne populaire, quelle a été, suite à ces manifestations, la réaction des autorités libanaises? Et c'est là où il faut être, disons, là assez pédagogue à mon avis pour des gens qui sont pas habitués au degré de complexité de la vie politique libanaise. Quelles ont été les réactions des différents partis politiques à disons, à ce dégagisme de la rue libanaise? Les partis plutôt assez au pouvoir, le Hezbollah en effet a été particulièrement secoué parce que les manifestations ont lieu dans toutes les régions du Liban et singulièrement elles ont été très nombreuses dans les régions chiites, notamment au Liban Sud. Ce qui montre une chose également, c'est que le Hezbollah, alors pour un certain nombre de raisons, ne tient plus totalement la rue chiite. D'une part, peut-être que bonne partie de la population chiite ne suit plus le Hezbollah dans son inscription exclusive d'un agenda iranien. Et ensuite, parce qu'il faut savoir que vraisemblablement, les flux financiers iraniens vers le Hezbollah se sont taris du fait de la situation économique grave et du maintien des sanctions que connaît l'Iran, et qu'en effet, aujourd'hui, on sait que les aides directes du Liban, de l'Iran, pardon, au Hezbollah, qui dépasserait allègrement, normalement, qui dépassait tous les ans allègrement le milliard, voire le milliard et demi de dollars, ce serait tari que le Hezbollah verrait son réseau de clientèle prendre quelque peu. Idem pour le parti du général Aoun. Alors on sait une des cibles, en effet, une des cibles préférées des manifestants est Gebran Bassim, le gendre du général Aoun, ancien ministre des Affaires étrangères, que le général Aoun d'ailleurs a vraisemblablement mis à l'écart du nouveau gouvernement d'Hassan Diab qui vient de se former, qui notamment à qui on reproche, lors de son passage au ministère des Télécommunications entre autres, d'avoir été un des plus gros pourvoyeurs de la corruption. Alors certains partis, les partis libanais, alors le parti Saad Hariri, lui, on le sait, est relativement discret à cet égard, même si il se réjouit en effet de la contestation vis-à-vis du Hezbollah, puisque Saad Hariri, on sait, le parti d'Hariri, c'est le parti de la reconstruction, et que le clan Hariri, on l'a reproché longtemps à la formation politique des Hariri, d'avoir en quelque sorte encouragé massivement la corruption lors des choix qui ont été faits lors de leur construction. Alors le parti qui a été peut-être le plus habile, c'est celui des forces libanaises, puisque il y avait un gouvernement d'union nationale à l'époque, au mois d'octobre, qui réunissait l'ensemble des formations politiques libanaises, et dès les premiers jours du conflit, les forces libanaises ont créé un retrait de leur ministre du gouvernement, en exigeant des réformes, en exigeant une remise à plat de la politique économique, de la politique budgétaire libanaise. Disons que ce sont ceux qui, vraisemblablement, se sont le plus rapprochés des manifestants et qui ont peut-être eu le plus de sens politique à l'égard de l'interprétation du phénomène. Aujourd'hui, le Liban a été longtemps, l'exemple, disons, d'un Moyen-Orient qui arriverait à s'en sortir économiquement, y compris après de terribles souffrances. Le Liban avait un rôle, disons, d'intermédiaire économique entre plusieurs grands pays de la zone et entre la zone moyen-orientale et l'extérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce que la situation au Liban dénote de manière plus large sur l'état du Moyen-Orient, selon vous? Alors, vous faites bien de souligner, cher Pierre-Yves, qu'en effet, le Liban a joué son rôle d'interface et de back-office qu'il jouait il y a une soixantaine d'années avant la guerre. Il faut rappeler que lorsque les monarchies pétrolières du Golfe ont commencé à se développer dans les années 50, surtout les années 60, l'ingénierie
le système des assurances, l'infrastructure bancaire étaient pour l'essentiel des infrastructures libanaises. Hein, le Qatar, par exemple, a été totalement construit par une entreprise d'ingénierie libanaise. Et à l'époque, les banques, Banque Saradar, Banque Audi, la banque Intra avant son crash, étaient des banques qui finançaient véritablement l'économie du Golfe. Or, ceci est terminé avec la guerre du Liban et avec après, d'une part, la guerre du Liban a mis fin, et ensuite, les pièces financières aujourd'hui, vous savez, au Moyen-Orient, elles se nomment Dubaï, Abu Dhabi, Doha. Hein, je ne parle pas, ça tient lieu également pour l'ingénierie, pour les assurances et toute l'infrastructure, en quelque sorte, toute la matrice qui accompagne le développement des monarchies pétrolières. Donc le Liban a perdu cette phase. Sur le plan économique, le Liban ne joue aujourd'hui plus qu'un rôle marginal au Proche-Orient. Il demeure un symbole de coexistence équilibrée entre chrétiens et musulmans, parce qu'en effet, il y a une tradition au Liban du fait que les chrétiens ne se sont jamais fait imposer la dignité, et que singulièrement, c'est ce que j'ai démontré dans ma thèse et dans l'ouvrage que vous m'avez fait l'honneur de publier, les maronites ont pu et voulu et su en quelque sorte éviter une position de domination vis-à-vis de l'islam, mais ont toujours pu être ces vecteurs de la civilisation, de la liberté, du progrès au sens véritable du terme, et de la civilisation au Proche-Orient. Or, aujourd'hui, en effet, le Liban joue de moins en moins ce rôle par sa marginalisation politique, par l'exode que connaît également la population, et singulièrement la population chrétienne. Est-ce que pour vous, il y a, disons, une possibilité que la grogne sociale libanaise, qui a eu disons, des miroirs dans différents pays, parce que, si vous voulez, en octobre dernier, il y avait quand même une grande vague disons, de populisme de rue un peu partout dans le monde, et singulièrement en Orient. Est-ce que pour vous, ces mouvements qui se maintiennent au Liban, mais qui semblent, disons, avoir été éteints à la fois par la crise sanitaire et par des réactions autoritaires, est-ce que pour vous, il n'y a pas un détonateur libanais de la grogne sociale et que le Liban pourrait être imité par une partie des pays de la zone? Et il pourrait être en effet, mais les pays de la zone, vous savez, sont plus ou moins sous contrôle ou vivent une situation délicate. Hein. La situation n'est pas formidable en Égypte, mais en Égypte, on craint le pire avec l'épisode du pouvoir des frères musulmans. La Jordanie est un pays fragile. La Syrie, vous savez mieux que moi, aussi bien que moi, ce qui s'y passe. La Jordanie est fragilisée, les territoires palestiniens sont dans une situation de contrôle à la fois par le Hamas et le Fatah, l'OLP. Il y a eu en Turquie un certain nombre de mouvements. Et l'élection d'Istanbul au mois de juin dernier a été un défouloir pour l'opposition Erdogan, puisque Erdogan a reçu sur le plan électoral une plaque monumentale en perdant la ville d'Istanbul, qui avait le tremplin de son pouvoir politique. Mais la situation en Turquie est une situation trop propre à la Turquie pour pouvoir peut-être l'évoquer dans ce sens. Il est vrai que néanmoins, on vit à l'époque satellitaire, et singulièrement dans la région, à l'époque satellitaire arabe, avec la percée d'Al Jazeera, et dans une moindre mesure d'Al Arabiya, ou de toutes les chaînes satellitaires arabes. Et en effet, ce qui se passe à Beyrouth est toujours ressenti comme un épicentre. Les événements de 2005, suite à l'assassinat de Rafik Hariri, ont quand même été le commencement de la fin pour le régime syrien au Liban. Hein, on a tendance à l'oublier. Moi, je pense que les problèmes du régime syrien ont commencé avec son retrait du Liban, et la guerre en 2011 en a été une des conséquences. Mais il est vrai que la rue arabe, en effet, pourrait peut-être suivre le Liban en continu, puisque on sait que la situation économique et sociale est tout à fait totalement désespérée dans la quasi-totalité des pays arabes aujourd'hui. Je vais vous poser une dernière question, mon cher. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un nouveau risque, disons, est-ce qu'il n'y a pas un risque sécuritaire au Liban euh, qui viendrait de la manière suivante?
Nous savons aujourd'hui, la guerre de Syrie n'est pas finie. D'ailleurs, le fait qu'elle traîne est en train de fatiguer l'allié russe par rapport à Damas, et que la puissance qui, pour l'instant, est arrivée à mettre, à gagner en influence, qu'est l'Iran, est une puissance fragile. Les États-Unis ont ont rendu caduc par leur simple retrait l'accord. Les Européens se sont couchés parce que de toute façon, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, et d'ailleurs ils ont des institutions faites pour ça, type Union européenne et autres. Et l'élection américaine pourrait voir le retour d'un clan partisan d'une option militaire en Iran. Imaginons que la situation s'aggrave à Téhéran. Il n'y a-t-il pas le risque de retour des tensions intercommunautaires au Liban? C'est en effet, là, c'est un risque qu'on ne peut pas écarter. J'en veux la preuve, c'est que ces derniers jours, pendant le temps du confinement, les manifestations se sont concentrées sur la ville de Tripoli. Tripoli, c'est la deuxième ville du pays, c'est une ville qui est essentiellement sunnite, qui est extrêmement hostile au Hezbollah. D'ailleurs, souvent, la population s'en est prise souvent d'ailleurs aux Alaouites. Hein. Il y avait une communauté alaouite peut-être de 50-60 000 personnes à côté de Tripoli, mais surtout Tripoli, on parle souvent du Hezbollah, hein, de l'extrémisme du Hezbollah, mais il y a pire que l'extrémisme du Hezbollah, il y a l'islamisme radical sunnite qui a sévi au Liban et qui, en plus, peut trouver aujourd'hui des relais et des appuis dans la région avec l'État islamique ou Al-Qaïda. Et Tripoli est une ville extrêmement dangereuse hein, et qui est travaillée par la propagande islamiste sunnite. Et en effet, on pourrait craindre que en effet, il y a un retournement de la population sunnite à l'égard du Hezbollah, vu l'animosité qu'il y a dans la région entre sunnites et chiites, et qu'en effet, une teinte confessionnelle vienne, et qu'on ait notamment des chrétiens qui soient pris entre le marteau et l'enclume, hein, dans le feu de cet affrontement, comme ils le sont déjà, d'ailleurs, avec une partie qui a rejoint le clan chiite, le parti du général Aoun, et l'autre, principalement autour des forces yéménites et des Kataeb, qui a rejoint plutôt le camp sunnite. En plus, cette population sunnite reproche aujourd'hui au Premier ministre Hassan Diab hein, de n'avoir aucun soutien derrière lui. Vous savez qu'avec la tradition du communautarisme, du confessionnalisme, ce sont souvent les plus forts dans la communauté qui la représentent au sommet de l'État. Et en effet, pour la première fois, il n'y a pas aujourd'hui un Premier ministre qui est représentant d'une force politique sunnite conséquente. C'est bien sûr pas la famille Hariri qui est la principale, mais également les autres familles libanaises traditionnelles de Tripoli ou de Saïda, hein, les Karamé, ou les Sol, ou les Tamam de Beyrouth. Hein, et en effet, les sunnites se sont quelque peu aujourd'hui délégitimés. On pourrait craindre une radicalisation peut-être d'une frange, c'est heureusement minoritaire, mais peut-être conséquente de la population sunnite. On pourrait craindre en effet une coloration confessionnelle du conflit à cet égard. Cher François, merci beaucoup. Je recommande on ne peut plus la lecture de vos ouvrages, donc un paru chez Perspective Libre et l'autre paru chez Ellipse. Nos amis auront les liens de commande en description. J'espère vous revoir sur nos ondes très rapidement, par exemple pour peut-être nous faire quelques cours de géopolitique et de géopolitique orientale. Ce sera un très grand plaisir de vous réinviter. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et je salue nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie, cher Pierre-Yves. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.